exposé que je vais vous présenter a été construit avec Isabelle Bertrand, qui est chercheur INRA à l'UMR Eco et Sol, spécialisée sur les cycles carbone, azote et phosphore. Donc, moi, mon sujet d'étude, c'est plus les couverts végétaux dans les systèmes pérennes. Là, on va parler effectivement de couverts végétal sous l'angle de la substitution d'un intrant, donc les engrais, en particulier azotés, par l'introduction d'une espèce supplémentaire dans le système de culture. Donc, on va parler des engrais verts. Donc la question qui était posée dans le cadre de cette journée, c'était de voir dans quelle mesure les engrais verts pouvaient à la fois être au service d'une fourniture d'azote immédiate pour la culture suivante, mais également, et où, c'est le sens du titre, réaliser un stockage de carbone à plus ou moins long terme. Donc simplement pour se mettre d'accord sur la définition, qu'est-ce qu'un engrais vert ? Donc quand on parle d'engrais verts, en fait, on s'intéresse à une période particulière du système de culture, on s'intéresse à ce qui est ici sur la diapositive, à l'interculture. Donc l'engrais vert, ça va être une culture d'interculture, donc ça suppose qu'elle soit la plupart du temps semée, une culture d'interculture dont l'objectif principal est de fournir de l'azote à la culture suivante. Donc on est bien dans une approche rotation de cet effet. Alors, sur le même thème, on parle aussi de SIPAN. Alors, simplement pour préciser la distinction qui peut être très ténue dans certains cas, puisque vous allez voir qu'on peut avoir les doubles fonctions assurées par les mêmes espèces. Les SIPAN, c'est des cultures intermédiaires pièges à nitrate, qui sont également des cultures d'interculture positionnées au même niveau. Au moment supposé dans les systèmes grandes cultures de la période de lixiviation maximum, et ces SIPAN, leur objectif principal, c'est pendant leur temps de présence de limiter la lixiviation. Donc on a un objectif vraiment immédiat, alors que sur l'engrais vert, on a un objectif sur la culture suivante. Alors si on prend un tout petit peu de recul avant d'attaquer le vif du sujet et la quantification, les fonctions d'une interculture, elles sont multiples. Alors ici, vous les avez toutes à l'écran. Si je commence par la gauche, on a d'accroître la biodiversité. On est bien dans l'introduction d'autres espèces dans une parcelle cultivée. Réduire la pression parasitaire sur les cultures, empêcher le développement des adventices, ça vient d'être mentionné par François à l'instant, améliorer la structure et les propriétés hydriques du sol, réduire l'érosion, et puis deux fonctions très liées à cette idée de fertilisant pour la culture suivante, c'est la fonction liée à la réduction de la lixiviation. Il y a une absorption par l'engrais vert, éventuellement de l'azote qui aurait sinon été perdu par lixiviation, et surtout sa capacité ensuite à fournir cet azote à la culture suivante. Alors la diversité des espèces d'engrais verts, vous la voyez ici illustrée. Alors j'ai choisi des exemples plutôt, et mon exposé traitera surtout d'exemples issus des systèmes de grandes cultures, mais la pratique de l'engrais vert ne se limite bien entendu pas aux grandes cultures. On la trouve en viticulture, on la trouve également beaucoup en maraîchage, notamment en maraîchage bio. Ici j'ai choisi plutôt des exemples qu'on retrouvait dans les systèmes grandes cultures, moutarde, facélie, régravès, févrole, avoine, sachant que la diversité va même au-delà avec des mélanges. Et donc, en gros, quand on prend un peu de distance, on se rend compte que les familles principalement présentes sont surtout des crucifères, des légumineuses, j'y reviendrai, et puis des graminées qui peuvent jouer ce rôle d'engrais vert. Alors justement, on va essayer de le quantifier, ce rôle d'engrais vert. Une première façon de le quantifier, c'est peut-être de voir dans quelle mesure ces espèces sont capables d'absorber l'azote, effectivement. C'est la première étape, qu'elles prélèvent effectivement bien de l'azote. Donc ici, vous avez une analyse de données qui avait été conduite par Arvali sur 23 essais qui permettaient d'identifier, donc l'axe des ordonnées, c'est des kilos d'azote absorbés par la culture. Ça ne veut pas dire effet engrais, encore une fois, mais déjà, ça nous donne une idée du pool. Et ici, j'ai représenté simplement les principales familles. Donc on a les crucifères ici, avec une variabilité, on va dire, entre 20 et 60-70 kg d'azote sur cette méta-analyse. Les graminées, un petit peu moins, entre 10 et 50, que vous voyez ici. Ensuite, on a les légumineuses qui, elles, sont plutôt dans l'analyse de données entre à peu près 30 jusqu'à 80-90 kg d'azote par hectare. D'accord ? Donc, juste pour donner une idée du pool d'azote contenu dans ces espèces engrais verts. Alors, est-ce que c'est une pratique très fréquente, les engrais verts ? Ici, j'ai simplement pris les données Agrest, donc la statistique agricole nationale, donc enquête 2011, qui fait un état des lieux sur, encore une fois, la sol de grande culture, de la part des sols semés en culture d'hiver, donc vous voyez 63%, de la part des sols nus en hiver, 20%, donc c'est pas négligeable, et puis de la part des sols qui peuvent être concernés soit par les repousses du précédent, soit par une culture dérobée. Donc la culture dérobée, c'est une culture qui est semée pour être récoltée, avoir une valorisation extérieure, souvent dans les systèmes fourragers en association avec de l'élevage. Et puis les systèmes où on a introduit une culture
à vocation de fixation d'azote qui peut après être valorisé comme engrais vert. Vous voyez qu'on est à 11%. Donc l'état des lieux de la pratique, encore une fois, sur les grandes cultures. En complément de ça, on peut passer un petit temps sur la carte de droite, où vous voyez que la part des surfaces en grande culture restant nues en hiver est extrêmement variable à l'échelle de la France. Et les zones, alors c'est le marron foncé, là, vous voyez, entre 42 et 72% de la surface grande culture restée nue. Les zones pour lesquelles cette surface nue est la plus importante correspondent surtout à des systèmes de culture à base de maïs et de tournesol, donc avec des cultures de printemps. D'accord ? Donc si on fait un petit bilan sur l'état des lieux de cette pratique engrais vert, elle va être très variable pour des critères relevant du système de culture. Donc encore une fois, dans les systèmes de culture, grande culture, ça va être très lié à la durée de la période d'interculture. Donc ici, vous avez sur un axe chronologique différentes possibilités de durée d'interculture. Donc la plus courte, IC, ça veut dire interculture, entre un blé et un colza, donc juillet-août, où la capacité à produire un engrais vert est clairement très limitée. Alors que dans d'autres systèmes, si on a une interculture, par exemple blé-maïs, on voit qu'on a là plus de 8 mois propices à l'installation d'une culture qui peut avoir cette fonction d'engrais vert ultérieure. Dans la complémentarité engrais vert, réduction de la lixiviation, le positionnement de la pendante d'interculture au niveau de cette période-là de risque de forte lixiviation est particulièrement motivant dans les systèmes de culture. Donc premier critère qui explique la variabilité de la pratique, le système de culture dans lequel on met en place. Deuxième critère, le pédoclimat. Donc sur la partie sol, il y a notamment des contraintes liées par exemple à la teneur d'argile qui sont assez limitantes pour la mise en place d'engrais verts à certaines périodes de l'année. Et pour la partie climat, il y a notamment la capacité réaliste de réussir à faire pousser entre la fin de l'été et le début de l'hiver, on va dire, un engrais vert avec suffisamment de biomasse. Et cette limitation climatique, elle est particulièrement prégnante dans les systèmes méditerranéens, par exemple. Et puis le dernier point sur l'état des lieux de la pratique que je voulais mentionner, c'est que c'est une pratique en augmentation, notamment en relation avec la définition des zones nitrates vulnérables et l'application de la directive cadre sur les nitrates qui préconise donc de faire appel à des intercultures dans la mesure du possible quand on est en zone nitrate vulnérable. Donc la pratique est de plus en plus développée. Alors on va essayer de rentrer dans le processus qui explique cette fonction engrais vert et qui permet de discuter sur la réalité de la fourniture d'azote en parallèle de la capacité de stockage de carbone. Donc si on prend un engrais vert lambda, le premier processus, suite à la destruction de cet engrais vert, on reviendra sur les modalités après, ça va être une décomposition de l'engrais vert avec deux fonctions assurées qui sont entourées, disponibilité des nutriments en azote, c'est notre propos d'aujourd'hui, et phosphore, et une autre fonction qui est l'introduction de biodiversité, notamment dans les sols, par une source exogène de matière organique, et la conservation des sols. Donc la fonction engrais, c'est une fonction court terme, dynamique d'azote gérée à court terme par la décomposition de l'engrais vert. Si maintenant on envisage le devenir de cet engrais vert après décomposition sur un pas de temps un peu plus long, vous voyez, on continue d'explorer le temps ici, vous avez une autre fonction qui est celle du stockage de carbone où l'engrais vert va contribuer à enrichir le sol en carbone et en azote organique. Donc, premier pas de temps, azote minéral, deuxième pas de temps, carbone et azote organique, qui est une problématique de plus long terme. On s'est même permis avec Isabelle de mettre un axe des temps dépassant la dizaine d'années. Donc est-ce qu'on peut envisager des effets cumulés? Est-ce que la pratique répétée d'engrais verts permet à la fois de fournir régulièrement de l'azote à la culture suivante dans la rotation et à plus long terme de stocker? Alors le terme ici séquestré, pas tout à fait juste, je ne vais pas parler de bilan de gaz à effet de serre, je parle bien de stockage d'azote et de carbone au niveau de la parcelle cultivée. Alors, une première façon de répondre à cette question, c'est de regarder un petit peu la variabilité de la production de biomasse d'engrais verts en fonction de plusieurs critères. Alors ici, sur ce tableau, vous avez ici différentes espèces d'engrais verts et vous avez l'itinéraire technique de l'engrais vert, date de semis, date de récolte et fertilisation. Et donc on voit par exemple, si on compare les deux premières lignes sur un même engrais vert, la moutarde, que la date de semis, donc ici vous avez une date de semis plus précoce, août par rapport à septembre, on parle d'un mois de différence, va avoir des conséquences pour la même gamme de fertilisation très élevées en termes de production de biomasse. Donc il y a vraiment une plus-value, un semis précoce, puisque vous voyez que l'engrais vert, on parle bien de la biomasse de l'engrais vert, va être ici de 5 à 9 tonnes, alors qu'ici on est de 1 tonne à 9 tonnes.
Autre élément de commentaire de ce tableau, si on regarde la variabilité entre systèmes engrais verts suivant qu'on choisit ou une moutarde ou un radis, on voit que là aussi, pour une gamme de fertilisants à peu près comparable, on peut avoir des ordres de grandeur de production de biomasse assez différents. Et puis la dernière chose, toujours sur moutarde, avec 2 dates de destruction, vous voyez qu'il n'y a pas forcément une priorité à laisser très tardivement l'engrais vert se développer, notamment en relation avec l'accumulation de carbone dans la plante, et ça on y reviendra par la suite. Alors une des façons de caractériser la qualité de cet engrais vert et d'expliquer son devenir court terme pour la fertilisation et long terme pour le stockage de carbone, c'est de regarder un indicateur très classique en agronomie qui est le C/N. Donc là, on parle du C/N bien de l'engrais vert. Dans l'étude qui concerne ces espèces-là, les C/N variaient entre 9 et 34 à peu près, donc 9 fois plus de carbone que d'azote ou 34 fois plus de carbone que d'azote. En général, dans la littérature, on trouve qu'il varie à peu près entre 10 et 40. Quelle est l'explication, enfin, en quoi ce C/N variable, 10 à 40, permet-il d'expliquer la relative fourniture d'azote par rapport au carbone? Alors c'est ce que présente cette diapo, elle est structurée en 2 temps. Donc on repart toujours des mêmes engrais verts avec un C/N entre 10 et 40 et on va regarder à gauche ici leur effet en termes de minéralisation du carbone. Donc les résultats qui sont présentés sont obtenus par des incubations. Donc on prélève les engrais verts, les résidus associés à ces engrais verts et on regarde ce qui se passe quand on suit leur minéralisation au cours du temps. Donc vous avez ici le temps. Et alors ce qu'on voit, c'est quand on poule tous les engrais verts, globalement, on a une minéralisation du carbone qui est peu influencée par le C/N. On avait 9 à 34 pour les C/N. Vous voyez qu'en gros, on est de 59 à 68% du carbone de l'engrais vert qui est minéralisé. Donc un faible impact du C/N sur la minéralisation, autrement dit la partie décomposée de ce carbone. Deuxième partie dans cette diapositive, on va regarder maintenant l'azote, donc toujours pour les mêmes espèces. Ici, vous avez le pourcentage de l'azote organique et vous avez deux types de résultats, des résultats positifs et des résultats négatifs. Donc, je vais essayer de vous les commenter rapidement, puisque vous voyez la diversité des engrais verts qui ont été suivis. Ici, vous avez indiqué les C/N des engrais verts, donc les petits C/N ici, aux alentours de 11, et les grands C/N ici, aux alentours de 31. En gros, la première conclusion sur cette graphique, c'est qu'on voit la grande variabilité. Les courbes sont très dispersées par rapport à celles pour le carbone. Donc la minéralisation de l'azote, elle est très très liée à ce C/N. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a effectivement 2 paquets. Pour les petits C/N, donc c'est la zone entourée en bleu, on se rend compte qu'il y a une fourniture nette d'azote, donc une minéralisation nette. Il y a effectivement un effet engrais vert. L'azote de la matière organique apportée, de l'engrais vert, est restitué au sol et va pouvoir être utilisé par la culture suivante. Par contre, et c'est assez bien connu, sur les C/N plus élevés, ici on a des C/N de l'ordre de 34, je vous disais, 30, etc. La minéralisation de l'engrais vert conduit à une organisation de l'azote du sol. Donc il n'y a pas fourniture à la culture suivante, mais diminution de l'azote minéral du sol disponible. Donc le sol va consommer l'azote de l'engrais vert, il n'y aura pas de restitution à la culture suivante. Donc vous voyez une forte dépendance de la qualité de l'engrais vert à cet indicateur C/N que j'avais repositionné là. Alors si maintenant on essaie de voir les effets long terme, on vous propose ici le bilan de 18 ans d'expérience agronomique, donc c'est généralement des données assez précieuses, sur lesquelles donc, on avait une culture de blé, sur laquelle on testait 2 facteurs, les quantités de paille de blé restituées en tonnes par hectare et par an, et la présence ou non d'un engrais vert, en l'occurrence le gras graminé, en interculture. Donc ce qui est intéressant ici, on a des systèmes avec des niveaux de paille nuls et on a le test de l'effet régras. Donc vous voyez ici que quand on a du régras, on arrive à augmenter à la fois la teneur en carbone du sol, donc exprimée ici en tonnes de carbone par kilo de sol, en tonnes de carbone, oui, non, au niveau du sol, et également la teneur en azote du sol. Donc double effet. Et quand on regarde un petit peu plus précisément, on voit que cet effet-là, de 11,7 à 12,9, il est à peu près de plus 1. Il est de l'ordre de grandeur de la valeur ajoutée de simplement restituer les pailles de blé. Donc ici, vous voyez, on passait de 0 à 4 tonnes de paille. On a aussi un effet de un peu plus de 1 tonne de carbone augmenté grâce à la restitution de paille. Donc l'ajout de régras d'un engrais vert va augmenter les teneurs en carbone et en azote du sol après 18 ans avec le même ordre de grandeur que des résidus de paille.
Et un deuxième point qui est intéressant par rapport à cette idée de fertilisant lié à l'engrais vert, c'est qu'on a un effet cumulatif sur la minéralisation de l'azote qui a été démontré. Donc non seulement on a plus d'azote, mais on a une plus grande fraction de cet azote qui est minéralisable. Donc un double effet positif. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les principes, l'idée c'est de voir quels sont les leviers d'action et comment on peut piloter cet effet engrais vert, puisque vous avez vu, il n'est pas systématique. Donc on a identifié 4 grands leviers. Tout d'abord, le choix de l'espèce. Je vous ai montré qu'il y avait une grande diversité d'espèces utilisables en engrais vert. Et encore une fois, j'ai restreint mon choix au système grande culture. Alors, le choix de l'espèce, il peut être motivé notamment par sa capacité d'absorber de l'azote. C'est là que les légumineuses, il y a une certaine prime aux légumineuses, vous l'avez vu, elles sont capables de contenir des grandes quantités d'azote. La date de destruction de cette espèce, qui est très système de culture dépendant, ça dépend de la rotation qu'on a en place, mais qui peut être aussi pilotée par la volonté d'atteindre un C sur N intéressant. On sait que le C sur N, il va avoir tendance à augmenter avec le temps. Ensuite, la modalité de la destruction. Donc, suivant le choix d'espèces, on peut avoir des destructions entre guillemets naturelles par le gel, et vous voyez là la dépendance au pédoclimat, ou des destructions mécaniques, notamment par du broyage ou des systèmes de rouleaux. Et enfin, un des derniers leviers d'action, c'est les modalités de restitution. Il y a eu pas mal de travaux de recherche qui avaient pour objectif de tester l'effet d'un enfouissement des résidus en surface, un peu plus en profondeur, sur sa capacité à être minéralisé par rapport à la présence de la biomasse microbienne. Évidemment, tous ces leviers d'action sont très très dépendants d'un facteur que j'ai encore peu commenté, qui est le bilan hydrique de la parcelle. Puisque tout l'effet engrais vert est conditionné par sa capacité à produire de la biomasse. Et dans les systèmes méditerranéens, je le disais tout à l'heure, la production de biomasse à une période calée entre la fin de l'été et le début de l'hiver est extrêmement contrainte par des éventuels déficits hydriques. Donc encore une fois, toutes ces modalités-là sont à réfléchir par rapport à la réalité de production de biomasse qui est très dépendante du bilan hydrique. Alors pour vous dire un peu que cette pratique d'engrais vert, elle est pas mal, elle bénéficie d'un recul technique important. Ici, c'est une source d'instituts techniques, donc Arvalis et Terrinovia, qui ont produit une espèce d'outil d'aide à la décision, on va le dire comme ça, qui vous montre pour différents engrais verts les périodes de semis recommandées et les facilités de destruction pour un agriculteur. Donc assez intuitivement, le rouge correspond à des difficultés pour la destruction. Donc, vous voyez que particulièrement pour le seigle, on a difficulté d'utiliser le gel, le roulage ou le broyage. Par contre, on a un petit peu plus de marge de manœuvre avec le labour ou éventuellement un herbicide. Par contre, il y a des engrais verts, typiquement la moutarde, c'est une des espèces qu'on va souvent retrouver, qui sont à la fois relativement faciles à détruire, on va dire, par le gel, alors sous condition d'avoir du gel assez important, donc pédoclimat, et puis avec des leviers techniques assez bien identifiés, notamment le labour. Donc voilà pour les éléments qu'on voulait vous proposer avec Isabelle sur ce sujet. Donc les engrais verts, finalement, est-ce qu'ils sont au service d'une fourniture d'azote et ou d'un stockage de carbone ? Le premier point à retenir, c'est qu'ils sont multifonctions. Donc là, on a zoomé juste sur le cycle carbone-azote, mais attention, il y a effet sur la réduction des adventices éventuellement par la dépendance à la biomasse. C'est une pratique qui est faisable dans différents types de systèmes de culture. Donc j'ai pris beaucoup d'exemples grandes cultures, mais en maraîchage, notamment bio, on utilise énormément les engrais verts par rapport à cette capacité d'enrichir le sol à court et moyen terme. Et c'est une pratique qui est en développement, encore une fois, sous la dépendance des directives cadres sur l'eau pour la limitation des nitrates. Elle est efficace sous conditions. Donc on a pas mal discuté de la teneur en carbone par rapport à la teneur en azote qui pilote vraiment la réalité de fourniture de l'azote. Et donc ce double service réalisable, on peut s'interroger s'il ne pourrait pas être étendu à un triple service. Soyons ambitieux, hein. La journée, elle porte sur le thème de réduction des intrants. On sait que parmi les fertilisants phosphatés subissent une tension forte du fait de la raréfaction de la ressource. Les engrais verts, quand ils poussent, ils absorbent du phosphore. Cette restitution phosphatée, est-ce qu'elle ne pourrait pas être mieux valorisée dans les systèmes à moyen terme ? Et puis pour aller plus loin, je voulais terminer en mentionnant une étude, donc une expertise INRA qui a été conduite il n'y a pas très longtemps par Éric Juste, qui a synthétisé énormément d'informations sur l'effet des intercultures en général, sur le cycle de l'azote et le cycle de l'eau, avec une approche à la fois enquête agronomique, essai et modélisation, qui peut être intéressante à consulter. Voilà, je vous remercie.